Eh bien, donc, c'est à vous, Marie Kiesel, qui allez nous parler de Degas et l'image du travail. Donc là, nous nous trouvons évidemment avec un artiste qui est connu et reconnu. Euh, on connaît évidemment toutes ces œuvres concernant les danseuses, les chevaux, etc. Peut-être un peu moins l'image qu'il a voulu donner d'une certaine population ouvrière et avec énormément de présentations de femmes. Enfin, nous allons les voir arriver peut-être. Et comme vous le dites dans votre petit résumé, les chanteuses, les blanchisseuses, les prostituées, les domestiques. Voilà, c'est une iconographie différente de celle que l'on connaît d'habitude sur Degas, par rapport à Degas et à l'image qu'il a donnée, en particulier de la danse et des chevaux. Donc maintenant, je laisse la parole à Martine Kiesel, qui est actuellement conseillère scientifique à l'Institut national d'histoire de l'art et qui était auparavant au château de Fontainebleau, puis au musée d'Orsay, où elle nous a enchantés avec de très belles expositions sur Degas et l'exposition sur James Tissot. Alors c'est à vous, nous vous écoutons et je note que nous avons une demi-heure, donc jusqu'à 16 heures, un petit peu avant. Voilà. Je ne devrais pas abuser. Écoutez, je vous remercie et je souhaite aussi remercier à mon tour les organisatrices de cette belle journée, Cécilie Champy, Cécile Bertrand, Agnès Verly pour leur invitation. Et puis aussi, ça a été évoqué ce matin, mais je souhaitais profiter de ce que la parole m'est donnée un instant pour vous remercier aussi et vous dire tout le bien que j'ai pensé en visiteuse lointaine de la visite virtuelle de votre très très belle exposition. Je crois que ça mérite d'être dit à ce stade, je n'en ai peut-être pas fait des centaines, mais c'est vraiment la visite la plus efficace virtuelle que j'ai vue et surtout la plus enchanteresse au sens où elle permet vraiment d'appréhender l'espace, les articulations entre les salles, d'aborder les textes, d'aller les lire en détail et aussi, et c'est une gageure et c'était relevé vraiment avec brio par l'outil, de saisir un petit peu les œuvres, même à distance. Et ça, c'est tellement ce qui manque à toutes ces visites virtuelles que la manière dont la sculpture émerge et la tridimensionnalité et la matière elle-même dans cette visite virtuelle me l'ont rendue vraiment très heureuse. Alors, ceci étant dit, je viens effectivement trancher un petit peu, comme l'a dit Mme Cartier, sur le programme, puisque ma communication ne va pas être dédiée, liée au médium dominant jusqu'ici, et encore après moi, je pense, la sculpture, mais puisqu'il s'agit pour moi de parler d'un artiste dont je vais davantage regarder la peinture, bien qu'il ait été... J'espère que mon PowerPoint ne jouera pas de tour, bien qu'il ait été, on le sait, un remarquable, extraordinaire sculpteur. Alors, Degas, c'est un sculpteur de la grâce, de la scène, mais aussi du travail. Je crois qu'il faut s'en pénétrer si l'on appréhende son regard vers la figure de la ballerine, dont il a montré les heures de répétition et de représentation, et lorsqu'on regarde aussi la figure du pur sang dans son œuvre, le pur sang dont il faut se souvenir qu'au champ de course, de même que sur scène, tout à travers le 19e siècle, il a travaillé pour l'homme, jusqu'à être considéré, c'est la petite citation qui est ici à l'écran, comme un acteur à quatre pieds qui brillait sur les planches. Et j'en profite donc pour vous montrer comment la peut-être première sculpture de Degas a eh bien, été une représentation de cheval et probablement d'un cheval acteur travaillant sur les planches auprès de Mademoiselle Fiocre dans le ballet La Source. Et néanmoins, plus qu'à toutes ces figures des classes laborieuses qui peuplent les œuvres de Degas, les chanteuses de café-concert, les prostituées, les domestiques, les modistes, les maquerelles aussi, je voudrais aujourd'hui me pencher sur un corpus particulier, sur les figures du monde de l'après et de l'emploi, et puis vous entretenir donc des repasseuses et des blanchisseuses qui forment un corpus dans l'œuvre de Degas à la fois ambitieux et restreint, et sur lequel je me suis récemment penchée.
Et je souhaite en effet que ce regard nous permette d'aborder la manière dont les choix iconographiques et plastiques de Degas, dans le cadre de ce corpus des blanchisseuses et des repasseuses, dessinent en un savant jeu d'ombre son propre rapport au travail. Et pour ce faire, il me faut vous emmener de l'autre côté de l'Atlantique, en Louisiane, et vous partager quelques-uns des mots que de la Louisiane, où il va donc séjourner quelques mois entre novembre 1872 et mars 1873, Degas envoie à ses amis demeurés en Europe. Alors, il se compte avec, je le cite, ces enfants dont je suis à peu près un, d'une terre, l'Amérique, et d'un peuple qu'il découvre avec ravissement. Et où il s'étonne en étranger, il vient voir sa famille, le côté maternel, puisque sa mère était née à la Nouvelle-Orléans, il s'étonne en étranger du luxe des trains-couchettes, des villas à colonnes, des opulents jardins de magnolias, d'orangers, de bananiers, de même qu'il s'enthousiasme de la très belle situation de ses frères qui font le commerce du coton, et puis aussi de la douceur d'être parmi les siens, frères, cousines, neveux et nièces, dont vous le voyez à l'écran. Il peint successivement les portraits, non sans difficulté parfois, les enfants ça bouge, les cousines bien s'occupent souvent des enfants, et les tableaux restent souvent et très essentiellement même inachevés. Mais, quoi qu'il s'enchante de ces réalités nouvelles qui l'entourent, en parisien et en peintre, Degas fait également deux très importants constats depuis le Nouveau Monde. Alors le premier, Henri Loirette en a fait une exposition il y a quelques années, le premier constat confié à l'ami Roire était très personnel. Je cite Degas, le manque d'opéra est une souffrance véritable. Mais le second constat, qui revient de lettre en lettre, s'avère plus général et m'intéresser aujourd'hui, puisque charmé, vous l'avez senti, par mille choses à la Nouvelle-Orléans, jugeant, je le cite, que tout est beau en ce bas monde, mais renonçant aussitôt à le dire par le pinceau, Degas va esquisser, depuis la Nouvelle-Orléans, à l'orée d'une décennie, la décennie 1870, qui va le voir participer à former, à exposer et défendre le projet impressionniste d'une peinture de la vie moderne, Degas esquisse donc les bases d'une théorie artistique qui serait celle d'une quasi-immobilité, demeurer dans son élément, dans sa vie, dans son monde familier, et de l'anti-pittoresque, ne pas chercher donc de sujets séduisants et lointains, mais revenir toujours à la simplicité de ce dont on est proche. Et c'est ainsi qu'il écrit en 1872, depuis la Nouvelle-Orléans, à son ami Lorenz Fröhlich, « Que de choses nouvelles j'ai vues, que de projets cela m'a mis en tête, mon cher Fröhlich. J'y renonce déjà. Je ne veux plus voir que mon coin et le creuser pieusement. L'art ne s'élargit pas, il se résume. Et, si vous aimez les comparaisons à tout prix, je vous dirai que pour produire de bons fruits, il faut se mettre en espalier. On reste là toute sa vie, les bras étendus, la bouche ouverte, pour s'assimiler ce qui passe, ce qui est autour de vous, et en vivre. » Et puis, dans une lettre à James Tissot, quelques jours auparavant, Degas avait écrit au terme d'une très longue énumération des beautés locales, dont il disait par ailleurs qu'il les réservait plutôt à Manet, il écrit « Mais une blanchisseuse de faim, bras nus, vaut mieux que tout pour un Parisien décidé comme moi. On ne fait bien qu'en se résumant, et on ne peut se résumer qu'en voyant peu. Je fais des portraits de famille, mais je pense avant tout à mon retour. » Et enfin, il va conclure, à l'adresse toujours d'Henri Roire, « On aime et ne donne de l'art que ce dont on a l'habitude. Le nouveau captive et ennuie tour à tour. Je vois ici, j'admire bien des choses, j'en classe l'appropriation et laisserai tout ça sans regret. La vie est trop courte et on n'a que ce qu'il faut de force. Et vive donc la blanchisserie de fin en France. » Alors vous en conviendrez, la chose est singulière, puisque de cette lointaine Amérique parfaitement exotique pour ses yeux, Degas évoque à peine les tableaux de danse qu'il a laissés à Paris, comme le merveilleux foyer de la danse à l'Opéra qui est aujourd'hui au musée d'Orsay. Il ne parle pas davantage de ces tableaux en cours à la Nouvelle-Orléans, ni donc des portraits de famille ou des tableaux à mi-chemin entre les scènes de la vie moderne et les portraits familiaux, tel l'important portrait dans un bureau à la Nouvelle-Orléans, et je vous ai mis à l'écran, je m'en excuse, un titre désormais erroné. Mais non, Degas, depuis donc la Nouvelle-Orléans et dans ses lettres, entretient plutôt, et très étonnamment, deux de ses correspondants, d'un sujet qu'il semble avoir particulièrement à l'esprit, et ce, peut-être autant pour lui-même que pour ce que ce sujet porte en germe. Et ce sujet, vous l'avez donc saisi, c'est la blanchisserie. D'où ma question, que représente la blanchisseuse de fin pour un artiste qui estime que l'art se résume et qui écrit par ailleurs dans une autre lettre à James Tissot
Je me sens me résumer et je m'en réjouis, il a fallu bien du temps. Voici donc la question que je vous propose de poser désormais à cet ensemble d'œuvres de Degas consacrées à un thème auquel il est revenu à plusieurs moments de sa vie, ce qui nous ramènera, vous ne le voyez peut-être pas arriver, mais j'essaierai moi-même d'y parvenir, qui nous ramènera donc au travail de différentes manières. Alors, à l'œuvre des déclarations que nous venons d'entendre, où la blanchisserie occupe manifestement son esprit, Degas a déjà représenté deux blanchisseuses, l'une à l'huile, l'autre au pastel, que vous avez à l'écran, et qui sont posées en 1869 par l'une de ses modèles de prédilection, Emma d'Aubigny. Ces œuvres vont être suivies de plusieurs autres, sans doute trop peu pour former exactement une série, je reprends ici le mot de Paul-André Lemoine, mais sans doute assez pour que Paul-André Lemoine, justement, le futur auteur du catalogue raisonné de l'artiste, ait, dès 1912, évoqué une succession d'œuvres qui, je cite Lemoine, malgré l'apparente monotonie du projet, est extrêmement variée, d'abord par les différentes manières dont l'artiste les a traitées, puis par les jeux de lumière et d'éclairage si divers, et par les mouvements curieux et si multiples qui semblent l'avoir passionné. Et pour cause, cet ensemble de compositions que Degas dédie donc au monde de l'après et de l'emploi, initié en 1869, semble l'avoir occupé jusqu'aux premières années du XXe siècle, vers 1905 probablement. Et cet ensemble, au nombre de 29 œuvres, qui rassemble 29 œuvres, se répartit entre 13 huiles ou peintures à l'essence, 14 travaux graphiques, fusain, pastel souvent, et compte aussi une eau forte, un monotype, quelques croquis auxquels je vais revenir. Les repasseuses y côtoient les blanchisseuses et les précèdent d'ailleurs, puisqu'à l'exception des magistrales, et je suis heureuse de les montrer, blanchisseuses portant du linge, que Degas présente à la 4e exposition impressionniste, en 1979, toutes ces représentations de Degas, dès 1869 jusqu'aux années 80, ont pour sujet des repasseuses avant que leurs consoeurs, qui portent donc des paniers de linge, les supplantent surtout dans les années 90 et 1900. Rien n'indique, cependant, les raisons pour lesquelles le peintre a commencé, à la toute fin du Second Empire, à s'intéresser à la figure de la blanchisseuse. Et si l'on en croit l'ami Paul Lafont, lorsqu'il livre au lendemain de la mort de l'artiste la première biographie de Degas, les questions sociales, vous voyez à l'écran, ont toujours laissé Degas parfaitement froid. Mais lorsque Lafont ajoute que Degas, était d'avis que la peinture en tant que peinture n'avait rien à voir avec les revendications, les conflits, les soulèvements d'une caste ou d'une autre, peut-être nous est-il donné de nuancer cette première et catégorique assertion. En effet, 2 ans après que les frères Goncourt ont promu la blanchisseuse comme sujet pour les peintres dans leur roman, Manette Salomon, qui est paru en 1867, Degas s'empare d'un sujet qu'il ne traite guère, je crois, en défenseur des droits de cette population précaire de travailleuses, mais avec un œil pour le sujet moderne qu'il faut rattacher aux ambitions du mouvement réaliste auquel très clairement il se considérait appartenir. Et certes, l'artiste semble n'avoir jamais teinté ses productions artistiques d'une quelconque coloration politique. On sait d'ailleurs que la politique de Degas, à la toute fin de sa vie, quand elle s'exprime, ne le fait guère pencher vers les défenseurs des travailleurs, mais pour d'autres raisons qui sont celles de l'affaire Dreyfus et sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, évidemment. Et certes aussi, ces représentations n'ont jamais eu pour vocation de défendre une cause ou une autre, ou en l'occurrence, de dénoncer les conditions de travail de ces femmes qui forment alors, ai-je pu lire, entre 1/5 et 1/3 de la population active féminine de la capitale, ces femmes dont l'activité harassante et précaire a mené nombre d'entre elles à la prostitution. Reste que le fait de revenir aux blanchisseuses plus de 35 ans durant, ce qui m'a étonnée car le corpus est très étagé dans le temps et relativement restreint cependant, et la décision qui est importante aussi en termes numériques de montrer 9 œuvres représentant des blanchisseuses et des repasseuses lors de 4 expositions impressionnistes en 74, 76, 79 et 81, tout cela n'est pas anodin et dénote un goût pour les sujets sociaux que traduit en fait l'ensemble de l'œuvre du peintre, des compositions dédiées aux coulisses de l'opéra et au café-concert, jusqu'à celles qui prennent pour modèle des femmes à leur toilette aussi bien qu'au bordel. Et utile d'ailleurs préférer les nymphes ou les créatures de harem que Degas aurait placé, s'il l'avait voulu, d'autres corps et d'autres poses parmi les chaudes vapeurs d'espaces clos et tout féminins, comme va en réalité le noter Philippe Burti dès 1874 face au pastel de 69
présenté à la première exposition impressionniste. Et Burti de nous dire « Monsieur Degas ne serait-il pas à son heure un classique ? On ne saurait traduire d'un crayon plus sûr le sentiment des élégances modernes. S'il peignait Nausicaa au lieu de ses nerveuses et pâles blanchisseuses de fin, on lui reconnaîtrait un grand sens de l'harmonie. Personne, en réalité, n'a encore fait comme lui le portrait de la danseuse, de la coryphée, en gaz et en os. Les bras émaciés, le corps d'aplomb, les jambes belles de cette beauté toute professionnelle, dont les faces multiples composent la beauté générale d'une société. Société qui travaille, entend-on. Et donc, allant d'un même mouvement de la blanchisseuse vers la danseuse, Burti va en fait redoubler un constat qu'un an plus tôt, Edmond Goncourt dressait au sortir de l'atelier de Degas, consignant dans le fameux journal, le 13 février 1973, qu'après beaucoup de tentatives, d'essais, de pointes poussées dans tous les sens, il, Degas, s'est enamoré du moderne, et dans le moderne, il a jeté son dévolu sur les blanchisseuses et les danseuses. Et Goncourt de conclure, un original garçon que ce Degas, un maladif, un névrosé, un ophtalmique à un point, qu'il craint de perdre la vue, mais par cela même un être éminemment sensitif et recevant le contre-coup du caractère des choses. C'est jusqu'à présent, dit Goncourt, en guise de conclusion et de legs extraordinaire aux historiens de Degas, l'homme que j'ai vu le mieux attraper dans la copie de la vie moderne, l'âme de cette vie. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, là est sans doute l'une des clés de lecture des blanchisseuses de l'artiste. Alors certes, ce corpus doit être lu pour le choix novateur alors, et pour beaucoup choquant, comme en a témoigné la réception critique de ses œuvres aux expositions impressionnistes. Ce corpus doit être lu pour le choix novateur d'un sujet moderne, celui de la blanchisseuse, auquel Zola va consacrer en 1876, vous l'avez tous en tête, ce célèbre roman L'Assommoir, en s'inspirant pour certaines de ses descriptions de celles de Degas, puisqu'il aurait confessé à Degas « J'ai tout bonnement décrit en plus d'un endroit dans mes pages quelques-uns de vos tableaux ». Mais surtout, je vous propose de voir dans le fait même que l'artiste, au moment où il crée ses premières repasseuses, est saisi par la peur de devenir aveugle, l'une des clés de lecture, je le disais, de ce corpus des blanchisseuses. Et je vais donc vous entretenir de cette façon qu'a Degas de voir le travail, qui est pour lui sans doute le travail de voir. Parce qu'il y a en effet peut-être un lien à établir entre les blanchisseuses de Degas et sa peur de la cécité que font émerger les lettres de la Nouvelle-Orléans et les premiers tableaux de blanchisseuses. Il est vrai que tracassé depuis 1870 par une très mauvaise vue de l'œil droit, qui se révèle au moment de son incorporation à la garde nationale, Degas ne va cesser par la suite de se plaindre, la correspondance en est pleine, et les témoignages de ses amis également, jusqu'aux photos, vous voyez, de Bartholomé avec Degas et ses petites lunettes toutes noires, presque d'aveugle. Degas ne va cesser de se plaindre de problèmes d'yeux, qui semblent en réalité n'avoir fait que s'accroître tout au long de sa vie, sans qu'il connaisse, il faut le préciser, sans qu'il ne connaisse jamais le noir total. Et je vous montre ici à l'écran aussi quelques-unes des paires de lunettes de Degas qui sont pieusement conservées au musée d'Orsay et qui sont pour certaines très particulières. Celle en haut à droite particulièrement, vous la voyez, a un verre complètement noir ou presque avec une petite fente, et on se demande ce qu'a bien pu être la vision de l'artiste à travers ce petit trait ouvert sur la vie alentour. En fait, Degas était hanté, véritablement hanté par l'exemple de sa cousine Estelle Musson-Degas, jeune et pourtant quasiment aveugle, dont il a constaté en Louisiane, où elle fait partie des personnalités de sa famille qu'il a rejointe, dont il constate donc en Louisiane les grandes difficultés d'aveugle et le courage notamment de mère, puisqu'il décide, et hanté, excusez-moi, par cet exemple, l'artiste va disséminer au fil de ses lettres ses propres symptômes tout au long de sa vie, ces symptômes que sont une importante myopie qui le prive quasiment d'un œil, une intolérance prononcée à la lumière vive, un flou particulier de certaines parties du champ visuel dû à une lésion de la macula, et enfin une tache aveugle particulièrement effrayante pour un peintre. Aussi, de la Nouvelle-Orléans particulièrement, ces plaintes répétées vont se faire très amères de lettre en lettre. Le constat souvent précède les regrets, et vous voyez ces extraits à l'écran. La lumière est si forte, écrit-il à un ami, que je n'ai pu encore faire quelque chose sur le fleuve. Mes yeux ont si besoin de soins que je ne les risque guère. Puis, il écrit à Tissot: que de jolies choses j'aurais pu faire, et rapidement, si le grand jour m'était moins insupportable. Aller en Louisiane pour s'ouvrir les yeux, je ne le puis. Je les ai cependant assez entr'ouverts pour m'être fait ma vue.
Et cette vue est en un sens un programme esthétique pour ce peintre plus qu'une accumulation d'images, puisque la photophobie de Degas, particulièrement criante sous les lumières intenses du Nouveau Monde, semble avoir orienté sa pratique et participé à la définition des principes de travail que j'évoquais en introduction de mon propos. Car en effet, s'il ne peint pas sur place la vie de la Nouvelle-Orléans, et je le cite beaucoup là dans ces lignes qui suivent, ni les femmes jolies et d'une grâce rare, ni les enfants pâles et frais dans les bras noirs, ni ce monde noir, dit Degas, ni ces forêts d'ébène, pour le citer encore, dans lequel il décèle, je le cite toujours, des trésors de dessins et de couleurs, tels qu'il s'attend à être très surpris à Paris de vivre avec les sols blancs. Si donc Degas, à la Nouvelle-Orléans, ne peint pas tout cela, il en garde deux impressions. D'une part, il retient l'impression des contrastes de noir et de blanc que les populations du sud des États-Unis lui offrent et que renforce en fait très vivement son intolérance aux grandes clartés sur lesquelles pour lui toute forme se détache beaucoup plus violemment que pour un observateur à la vue saine. Et il le dit dans une lettre, et puis j'aime tant les silhouettes et ce sont des silhouettes qui marchent. Et d'autre part, il va choisir de considérer que son art, ne pouvant embrasser les 1000 sujets que le voyage met sous ses yeux, que son art donc est destiné à être un art d'approfondissement et de synthèse, ancré dans le familier et le local. Et cela éclaire les quelques mots à Tissot que je citais en exergue, et qui, bien qu'ils soient très surprenants dans le contexte dans lequel ils sont émis, font office donc de programme esthétique de l'artiste au début de la décennie où s'opère sa pleine bascule vers la peinture de la vie moderne. Il disait, souvenez-vous, tout est beau en ce bas monde, mais une blanchisseuse de faim, bras nus, vaut mieux que tout pour un Parisien décidé comme moi. On ne fait bien qu'en se résumant, et on ne peut se résumer qu'en voyant peu. Voir peu, donc, mais voir les blanchisseuses de Paris. Voilà ce que se promet l'artiste depuis la Nouvelle-Orléans, où, quelques jours après son arrivée, il confie penser avant tout à son retour, ce qui est étonnant une fois encore. Et de fait, les deux tableaux de repasseuses qui sont peints directement au retour d'Amérique, celui du Metropolitan Museum, celui du musée Angladon, puis deux œuvres plus tardives de la National Gallery of Art de Washington, commandées par Jean-Baptiste Faure, le baryton entamé en 1976, livré en 1987, et celui de Liverpool, de 20 ans postérieur. Tous ces tableaux, toutes ces œuvres sont des œuvres de contre-jour où les femmes au travail se détachent en silhouette sombre sur un arrière-plan clair, relativement indistinct, de textile et de texture, à la fois douce et âpre, que le pinceau et les effets de grattage manifestes modulent à l'image du fer assouplissant le rêche du linge propre. Vive donc la blanchisserie de fin France, dit Degas, et vive la blanchisserie pour ce peintre qui, dès son retour dans la capitale, qu'il ne va quasiment plus quitter, se met en espalier, pour reprendre ses mots, et qui, tout à l'étude des effets de lumière que lui offre le Paris contemporain, du Café des Ambassadeurs aux classes de danse de l'Opéra, va saisir, tel le Coriolis des Goncourt, et je cite Goncourt, le mystère des rues noires, où l'on aperçoit des blanchisseuses qui repassent à la chandelle, et la grâce, je cite toujours Goncourt, du hanchement d'une blanchisseuse au panier lourd. Et l'on peut se demander donc, avec un petit jeu sur les mots, mais je crois que c'est assez utile ici, on peut se demander si ces femmes dont la tête et les bras sont presque noirs, comme le note un critique, sont des réminiscences du monde noir. Et ce critique, heureux de piquer en feignant dans son article, se demandait si c'est la charbonnière qui est blanchisseuse ou la blanchisseuse qui est charbonnière. Et de même, on peut se demander si c'est là, devant les yeux de Degas, ce pays noir parisien, si vous me permettez toujours cet usage plus métaphorique de l'expression, que Degas, revenu d'une terre où le blanc coton divise les deux mondes d'une société de propriétaires et de laborieux, représente, en commentant discrètement, mais montrer, c'est déjà dire, les mécanismes sociaux. Et donc, du lumineux bureau de coton de ses frères et de ses oncles aux arrière-cours des ateliers de blanchisseuses, l'artiste s'attache à chaque fois à un univers de travail et de contraste que le noir et blanc de l'estampe, puis celui de la photographie, lui permettra de développer plus encore. Et je fais là un petit parallèle entre un extrait du bureau de coton à la Nouvelle-Orléans, plutôt un détail, pardonnez-moi, et donc ces monotypes et tableaux que j'ai pour certains déjà évoqués. Pour ce qui est du monotype, le monotype que vous avez à l'écran est l'eau forte rehaussée d'aquatinte à sujet de repasseuse qu'il va exécuter en 79-80
Au moment d'ailleurs où il projette avec Bracquemond, Cassatt et Pissarro l'édition d'un journal dédié à la diffusion de leurs estampes, opportunément appelé Le jour et la nuit, ce monotype et cette eau-forte sont le théâtre d'effets de prénombre et de contre-jour, où la forme des repasseuses, multipliée, dupliquée et réduite à l'essence dans l'économie du langage graphique, insiste sur le caractère répétitif de la tâche effectuée. Quant à la technique de la photographie, qu'il faut citer parce que Degas la pratique à son tour, peut-être autorise-t-elle Degas dès 1885, lorsqu'il lui soumet 2 de ses tableaux des repasseuses, que vous avez ici en noir et blanc, mais aussi en couleur. Peut-être cette technique lui autorise-t-elle donc, lorsqu'il tire ces rarissimes tirages en négatif qui sont aujourd'hui disparus, à aboutir en autant de silhouettes, ce résumé, je reprends son mot, des gestes et des formes que son aphorisme américain, l'art ne s'élargit pas, il se résume, l'engager à mettre en œuvre. Et l'effet de répétition, de reprise et d'inachevé que fait émerger la suite des blanchisseuses de Degas invite de surcroît à établir un parallèle entre le travail de ces femmes courbées sur leur pratique, pour employer le terme de l'époque, et le travail du peintre, qui n'a cessé de reprendre le motif des repasseuses et des blanchisseuses, tout en parlant leur langue, ainsi que le disait Goncourt, expliquant techniquement le coup de fer appuyé, le coup de fer circulaire, etc., etc. En minutieux observateur des gestes du labeur, que ses yeux malades lui rendaient, semble-t-il, plus vifs dans le contexte des clairs-obscurs et des demi-jours, Degas a peut-être également, dès son séjour sur les rives du Mississippi, conçu à part lui quelque équivalence entre la souffrance des classes laborieuses et les siennes, lui qui craignait, comme elles, comme ces classes laborieuses, de voir disparaître avec une part de son intégrité physique, c'est-à-dire avec sa vision, son principal outil de travail, et lui qui s'est souvent plaint aussi de la douleur que lui causait en conséquence son travail d'artiste. Son insistance donc à représenter le travail et la peine, ceux des ballerines, ceux des blanchisseuses, des pur-sang implicitement contenus dans la description de la fatigue et de l'effort dans l'atelier comme sur les planches ou au champ de course, son insistance pourrait donc en ce sens être lue comme un commentaire sur la fragilité des moyens du travailleur, fût-il ouvrière ou artiste, et elle pourrait être lue comme un éloge très impressionniste, somme toute, de l'instantané et du transitoire, comme aussi une consécration de ces moyens que l'on a, que l'on acquiert et que l'on craint de perdre. Alors, pour conclure, je voudrais changer un tout petit peu de registre et repasser sur scène auprès d'une femme qui, par ailleurs, vit de son art, mais aussi d'un travail conséquent, qui est celui de chanter, ce qui n'est pas rien, on le sait, ni dans la préparation, ni dans la représentation, et nous amener à regarder des vers de Degas qui sont écrits à la toute fin de sa vie lorsqu'il se met à écrire des sonnets, ce qui n'épargnera pas quelques moqueries très amicales et chaleureuses d'ailleurs de Mallarmé, et des vers qui, pour finir, pourraient attirer notre attention. En effet, quelques temps auparavant, quelques décennies d'ailleurs auparavant, Degas s'était, dans sa correspondance, enthousiasmé pour le motif des bras, allant des bras nus de la blanchisseuse de fin à ces bras nus d'une actrice, mademoiselle Baumaine, qui jouait dans une pièce de Ludovic Halévy et que Degas se proposait de couvrir d'une belle mousse de blanchisseuse, et je le cite une fois encore. Mais aussi pour nous amener à ces bras auxquels la suite des blanchisseuses, vous l'avez vu, durant plus de 3 décennies, donnait une place centrale. Et de manière révélatrice, ce motif des bras qui travaillent vont également apparaître dans un sonnet dédié par l'artiste, par Degas, à la chanteuse Rose Caron, que vous avez à l'écran, Rose Caron pour laquelle il avait eu une réelle passion et dont il avait fait ce beau portrait que vous avez sous les yeux. Ouvrant sa pièce, vous le lisez par l'évocation de ses bras nobles et longs lentement en fureur, qu'il admirait chez elle. Il la clôt, vous le voyez également, en des termes à la fois heureux et inquiets. Tout ce beau va me suivre encore un bout de vie, si mes yeux se perdaient et que me dura l'ouïe, au son je pourrais voir le geste qu'elle fait. Redisant, je crois, une fois encore, sa légitime peur de la cécité, Degas esquisse un opportun déplacement des plaisirs de la vue vers ceux de Louis, par lesquels il espère pouvoir continuer à saisir le mouvement. Et pour qu'il rapproche, et j'ai fait ici un choix évidemment très sélectif, pour qu'il rapproche de feuille en feuille, de tableau en tableau, les bras des blanchisseuses et ceux des danseuses, les bâillements des repasseuses et la bouche grande ouverte des chanteuses, apparaît
peut-être l'idée de la ligne plastique et sonore que Degas qui semble avoir eu dans l'esprit du vieil artiste, qui semble avoir mêlé le bruit des ateliers et la beauté des gestes du travail aux séductions de la scène, de la danse et du chant lyrique. Alors pour conclure, ce vocabulaire plastique que Degas partage entre divers sujets tout au long de sa carrière et dans lequel il résume une appréhension du monde, qu'il décide très tôt de réduire à quelques gestes, à quelques signes, et à, comme l'a dit un critique de blanchisseuse, à un alphabet simple, correct et clair, jeté dans l'atelier de calligraphe dont les arabesques rendaient la lecture insupportable. En résumant ainsi son appréhension du monde, Degas, avec ce vocabulaire plastique, répond à l'éthique créatrice que par choix autant que par contrainte, l'artiste énonce, malade des yeux, dès le séjour à la Nouvelle-Orléans, où les blanchisseuses occupent, très étonnamment, on l'a vu, son esprit. Pendant ces longues années de pratique, celui que ses biographes verront en moraliste développe, selon ses propres termes, un art qui se résume quand lui-même estime qu'il se résume. Il voit peu, de moins en moins, mais il voit clair, et son art, son travail d'artiste, comme l'expliquera Paul Lafont, que je cite, renferme une énergie expansive qu'il exprime par une sorte d'abrégé d'âme. Degas a poursuivi la vie, continue Lafont. Il a, en un mot, épuisé la matière, comme peut-être ces blanchisseuses qui y revenaient incessamment avec leur fer, et à la manière peut-être donc de ces blanchisseuses penchées sur la toile et cherchant, pour emprunter un joli mot à Valérie, je n'ai pas pu m'en empêcher, pour saisir dans le monde donc la figure prise dans son pli le plus spécial. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé et évidemment, là encore, original et intéressant. Et la dernière image que vous nous avez présentée est tout à fait, représente bien ce que vous avez essayé de nous dire et le rapport aussi avec Degas et la cécité est évidemment un rapport intéressant qui existe aussi pour d'autres artistes ou dans d'autres domaines.